prochaine keynote, qui sera un point d'étape sur le chapitre français de Kohara, présenté par nul autre que le copilote du chapitre français de Kohara et chargé de mission sciences ouvertes à l'université Aix-Marseille, Fabien Borget. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Absolument. Ah, super. Donc, bonjour à tous. Alors, déjà, dans un premier temps, c'est pas de coutume, mais je vais commencer par m'excuser doublement. Toute première chose, c'est que bah, je ne peux pas être présent avec vous et j'en suis fortement, fortement désolé. J'aurais préféré vous faire cette intervention en présentiel, bien évidemment. Et la deuxième, c'est que contrairement à Noémie juste avant, moi, je n'ai pas pris la peine de traduire l'ensemble de mes slides, donc je vais avoir un certain nombre qui seront également en anglais. Mais bon, je pense que c'est pour parler de Kohara international. Donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous l'avez en plein écran? C'est bon? Vous Oui, c'est voyez tout là? bon. C'est tout bon, parfait. Donc alors, je vais aujourd'hui vous faire une petite présentation qui va un petit peu couvrir, on va dire trois grands aspects, hein. Le premier de ces aspects, c'est bien évidemment une présentation globale de Kohara International pour un petit peu comprendre comment ça se structure et ce qui s'y passe, hein, au niveau international. Le deuxième, bien évidemment, je vais me focaliser, hein, sur sur le chapitre national et la façon dont on l'a construit et bah, ce qu'on essaye d'y mener. Enfin, je porterai sous forme de questions, hein, quelques réflexions, hein, au niveau d'une archive et le rôle qu'une archive ouverte peut jouer dans cette réforme de l'évaluation, dans ce changement culturel qui vient d'être abordé, qui est fondamental. Donc, alors, je tenais déjà aussi à préciser que je copilote, hein, le chapitre national avec Marion Cipriano de l'INSERM, hein, qui est normalement parmi vous aujourd'hui. Alors, le Kohara, comment est né Kohara? Kohara est né de la conscience, hein, qu'il y avait un besoin urgent d'une réforme de l'évaluation de la recherche, hein, et qu'un changement actuel, donc Noémie nous l'a très très bien présenté juste avant, devenait absolument indispensable, de façon à ce qu'on arrive à avoir une vraie reconnaissance, hein, de la diversité des contributions et de pouvoir ensuite, hein, effacer progressivement, hein, l'aspect non qualitatif, hein, de notre évaluation actuelle qui est basée essentiellement sur des indicateurs quantitatifs, de façon à aller vers une évaluation de qualité. Alors ce travail de fond, hein, a commencé il y a déjà plusieurs années, hein. On a abordé Dora dans la présentation précédente, qui était le point de départ, hein, de cette prise de conscience dans une certaine mesure, hein. Prise de conscience affirmée et marquée par un certain nombre d'engagements. Bien évidemment, la prise de conscience avait commencé bien auparavant. Mais ce qui a permis, hein, vraiment l'avènement de cette coalition, hein, telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est cet accord, hein, cet Agreement on on Reforming Research Assessment, qui est vraiment le point de départ et qui a été lancé lors des Journées européennes de la science ouverte en 2022, cette idée de coalition qui s'est fait à marche forcée mais efficace. Donc si on essaye d'un petit peu de synthétiser ce qu'est cette coalition actuellement, c'est un endroit où on offre un espace, hein, pour chacun des membres et des signataires d'apprendre des expériences des autres. L'idée est d'avoir des organisations, donc essentiellement des établissements, des organismes de recherche, des associations, des universités, donc, hein, des écoles, des associations d'écoles, qui s'engagent à commencer leur réforme de l'évaluation. Et pour ce faire, on devient signataire. Et dans cette réforme que l'on s'engage à faire, on a simplement des engagements sur lesquels je vais revenir un petit peu plus longuement juste après. Donc, c'est vraiment le cœur, hein, de la coalition qui repose sur une assemblée constitutive, hein, et qui repose, hein, d'un point de vue opérationnel, hein, sur bien évidemment un board, hein, qui essaye d'organiser et de coordonner l'ensemble des actions. Mais sinon, ça repose sur deux grands types d'actions, hein, que sont les working groups, hein, que Noémie a abordé juste auparavant, tout du moins pour l'un d'entre eux. Je vous referai un petit panorama très rapide juste après. Et sur les chapitres nationaux qui se sont développés dans un certain nombre de pays, essentiellement européens actuellement, hein. Ce sont les pays pour lesquels nous avons le plus de signataires qui ont trouvé la nécessité un petit peu de pouvoir discuter
à l'échelle de leur nationale, de façon à pouvoir justement partager l'ensemble de ces bonnes pratiques et le faire savoir. Donc, comme je vous le disais, hein, pour faire partie de Coara, pour intégrer cette coalition, hein, on l'intègre en quelques clics. Et on peut devenir soit signataire, soit membre. Alors, si on est signataire, ça veut dire que publiquement, on endosse un petit peu, hein, l'ensemble des engagements de Coara et que l'on est en accord plein avec ces engagements. Et lorsqu'on devient membre, par contre, hein, donc il y a un engagement supplémentaire, c'est vraiment la mise en place, hein, d'un plan d'action qui repose, hein, sur ces fameux engagements. Ces engagements, donc il y en a 10 au total, hein, 4 engagements de cœur et 6 engagements de moyens sur lesquels, comme je vous le disais, je vais revenir dans quelques instants. Donc ces engagements de cœur, hein, ils concernent 4 points fondamentaux. Le premier, c'est sur ben, la diversité des contributions, donc reconnaître la diversité des contributions et des carrières dans la recherche en fonction des besoins et de la nature de la recherche. Donc ça, c'est le point de départ, le point fondamental. Le deuxième engagement, c'est de fonder l'évaluation de la recherche principalement sur une évaluation qualitative pour laquelle l'examen par les pairs est essentiel, soutenu par une utilisation responsable d'indicateurs quantitatifs. Ce qui veut dire qu'on se remet dans le système, hein, de revue par les pairs, qui est le système, hein, de fonctionnement de la science, hein, dans une certaine mesure, hein, cette validation par les pairs qui est au cœur du système. Mais l'idée est de sortir cette évaluation par les pairs d'un système quantitatif et d'aller vers une évaluation que l'on va considérer comme qualitative. Et donc, il faut se donner les moyens de la rendre qualitative et qui doit être soutenu par une utilisation responsable d'indicateurs quantitatifs, c'est-à-dire on s'autorise la potentielle utilisation d'un certain nombre d'indicateurs à condition que ceux-ci permettent simplement, par exemple, hein, de faire, hein, on va dire, hein, du paragondage ou du benchmarking, hein, mais en aucun cas aller vers une évaluation individuelle ou tout du moins ne pas dévoyer un certain nombre d'indicateurs quantitatifs tels qu'ils l'ont été ces derniers temps. Et pour ne pas les citer, c'est le troisième engagement. Il y a 2 indicateurs tout simplement, qui sont actuellement inappropriés à une évaluation de la recherche, car ces métriques, on a voulu leur donner ou nous faire croire qu'il y avait un indice de qualité dedans, alors que ce n'est en aucun cas le cas, surtout si on regarde la façon dont ils ont été conçus. C'est ce fameux facteur d'impact des journaux ainsi que l'indice H. Et ce point est fondamental parce que par rapport à la science ouverte, c'est aussi là qu'il y a une possibilité d'action, parce que si on sort de ce carcan de l'impact factor, hein, ça permet aussi de mettre en avant l'ensemble des publications qui sont faites en modèle diamant. Et c'est vraiment une vraie demande, hein, de l'ensemble de l'édition diamant qui se structure autour de ces de grands principes, hein. Et cette réforme de l'évaluation est nécessaire pour que cette biodiversité puisse continuer à exister de façon prégnante. Et le quatrième engagement de cœur, hein, c'est d'éviter l'utilisation des classements des organismes de recherche dans l'évaluation de la recherche. Donc tous ces classements internationaux qui peuvent servir, hein, comme je disais juste auparavant, à faire du benchmarking, n'ont pas vocation à être utilisés pour faire une évaluation de la qualité de la recherche ou de la qualité de la carrière d'un chercheur, puisque si on pousse un petit peu le raisonnement, on en arriverait à cela. Donc ça, ce sont les 4 engagements de cœur fondamentaux, hein, sur lesquels il est assez facile de s'accorder. Et lorsqu'on devient membre, on s'engage à mettre en place, hein, cette réforme au sein de son propre établissement. Et là, il y a des engagements de moyens. Donc, le cinquième de ces engagements, c'est d'engager les ressources nécessaires pour réformer l'évaluation, que ce soit en termes financiers ou en termes RH, qu'on se donne les moyens de pouvoir réaliser ce changement, cette réforme. Ensuite, il y a des créations de critères qui sont aussi abordés et la façon dont on doit le faire. Et là, à ce moment-là, on peut différencier les critères pour les unités et les établissements ou les critères pour les projets et les chercheurs. Donc, si vous voulez, simplement, je vais me focaliser sur ce dernier. Je ne vais pas tous vous les passer en revue, hein. L'idée est d'avoir la participation directe des chercheurs à toutes les étapes de leur carrière, examiner et développer des critères, des outils et des processus pour l'évaluation de la recherche, des projets, des équipes de recherche et des chercheurs adaptés à leur contexte d'application. Donc là, on touche vraiment la façon dont on doit mettre en place, hein, de nouveaux critères qui tiennent compte de la qualité et qui sortent de ces aspects purement quantitatifs. Le septième engagement, c'est de sensibiliser à la réforme de l'évaluation de la recherche et fournir une communication transparente. Donc là, on rejoint un petit peu, hein, ce qui était dans Dora au niveau des établissements, hein, c'est-à-dire cette nécessité d'être transparent sur l'ensemble des critères, sur l'ensemble de la façon dont les évaluations sont faites. Et ça veut dire que cette sensibilisation, c'est un travail de tous les jours et qui peut impliquer également, hein, des formations, hein, Noémie l'abordait également, et ça, c'est un point fondamental,
Actuellement, on a besoin de sensibiliser et de guider l'ensemble des évaluateurs, mais aussi des évalués. Le huitième point, le huitième engagement hein, de Coara, c'est d'échanger des pratiques et des expériences pour permettre un apprentissage mutuel au sein et au-delà de la coalition. Donc l'idée est de commencer bien évidemment au sein de la coalition, alors soit en participant à des groupes de travail internationaux ou en participant à l'ensemble des travaux des chapitres nationaux si ils existent dans les pays concernés. En ce qui nous concerne, hein, bien évidemment, il en existe un. Et l'idée est de pouvoir aussi accueillir, de pouvoir échanger sur l'ensemble de ces bonnes pratiques hein, pour que chacun puisse se nourrir des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs, hein, de chacun. Le neuvième engagement, c'est bien évidemment de communiquer les progrès réalisés hein, dans le respect des principes et de la mise en œuvre des engagements. Donc l'idée, est, bah, s'il y a transparence, il faut communiquer sur cette transparence. Et l'idée, ensuite, hein, à travers ce dixième engagement, hein, c'est d'évaluer les pratiques, les critères et les outils sur la base de preuves solides et de l'état de l'art de la recherche sur la recherche. Ce qui fait écho hein, à la première intervention que nous avons eue ce matin, c'est-à-dire se baser sur ben, la recherche sur la recherche hein, pour réussir à, tout, progressivement hein, se baser sur on va dire, des, des actions qui sont supportées par des preuves scientifiques. Donc voilà les engagements hein, de Coara. Et si je reprends l'historique hein, de cette implémentation au niveau international, hein, tout a commencé à l'automne et au printemps 2021 pour arriver en 2022 à un draft de l'accord avec la publication de cet accord, hein, ce fameux accord ARA, comme on l'appelle, et la constitution au 1er décembre 2022 de cette coalition. Et actuellement, hein, il y a plus de 800 signataires. Alors j'ai mis membres, mais ce sont des signataires à travers le monde. Il y a 13 groupes de travail opérationnels qui sont en train d'évoluer actuellement. Hein. Il y a 18 chapitres nationaux. Il y a des positions sur ben, de l'impact politique qui a pu être remarqué, notamment des prises de position de l'ERC, entre autres. Et un projet aussi pour un petit peu réussir à insuffler hein, et à initier à certains endroits hein, des initiatives qui vont dans le sens des engagements de Coara avec un projet européen qui est le projet Coara Boost, hein, qui a fait deux appels de cascade funding permettant la mise en œuvre de la réforme au sein des établissements signataires et partenaires. Donc, si on regarde un petit peu plus précisément la typologie hein, de Coara, actuellement, hein, 63% des membres sont des universités. On retrouve bien évidemment l'ensemble des organismes de recherche hein, dans la foulée. Vous avez un petit peu l'ensemble de cette typologie de membres et de signataires hein, qui est présente ici. Donc, comme je vous le disais, il y a plus de 800 signataires actuellement à travers le monde. Et vous avez ici une répartition géographique hein, de l'ensemble de ces différents signataires. Donc, bien évidemment, le cœur reste européen, mais ce qui n'empêche pas de dialoguer avec d'autres types d'associations hein, qui vont dans le même sens à travers le monde. Et actuellement, si on regarde les pays qui ont le plus grand nombre de membres et de signataires, le premier d'entre eux, c'est l'Espagne, suivi de l'Italie, de la Pologne et de la France, qui est le quatrième pays en termes de nombre de signataires dans Coara. Nous avons 50 membres, 53 membres aujourd'hui. Hein, les chiffres ne sont pas forcément, 54 même, excusez-moi, ne sont pas totalement à jour. Et on a plus de 60 signataires à travers le territoire national. Donc l'ensemble a été soutenu au plus haut niveau, puisque la réunion du G7 à Sendai en 2023 est arrivé sur à la réunion des ministres hein, de la technologie et de la recherche, est arrivé dans le rapport de cette réunion, une chose extrêmement importante, qui est le premier point hein, qui est évoqué ici, hein, Transform the Research Evaluation System to encourage open science, valuing a greater diversity of types of research results, activities and practices and more diverse career paths. Ce qui veut dire que cette prise de conscience hein, de cette nécessité de réformer le système d'évaluation a eu lieu au plus haut niveau décisionnel. Et ça, on ne peut que s'en féliciter, que, on va dire, qu'il y ait ce soutien politique au niveau des différents ministères impliqués. Alors, comme je vous le disais, hein, la façon dont fonctionne Coara, c'est bien évidemment d'échanger autour des bonnes pratiques, mais d'initier hein, ce changement à travers des working groups,
Donc ces groupes de travail qui vraiment sont là pour permettre la mise en place d'échanges et pour apprendre mutuellement sur différents sujets. Et ce sont vraiment des communautés de pratique qui fonctionnent de cette manière-là. Et actuellement, il y a 13 groupes de travail. Je vous ai mis ici un petit panel de l'ensemble. Vous voyez que c'est divers au niveau des sujets. Ça va des infrastructures au peer review et des réflexions sur l'utilisation d'indicateurs responsables. Donc des métriques responsables, comment on fait pour utiliser un certain nombre de métriques dans le cadre d'une évaluation, un groupe de travail très important sur le multilinguisme, puisque on est bien conscient qu'il y a un certain nombre de biais pour toute recherche lorsqu'on est dans des systèmes de langue qui peuvent amener à des différences conceptuelles. Et donc, ce groupe de travail est extrêmement important. Donc, je ne reviens pas dessus, ceux-ci sont en cours, un certain nombre vont être renouvelés et sont en cours de renouvellement, et un certain nombre de nouveaux groupes de travail vont également arriver d'ici peu. Alors, ce que demande Coara lorsqu'on s'engage dans cette réforme, c'est de mettre en place un plan d'action. Et pour ce faire, Coara International propose un support et on va dire un guide pour se mettre en place son plan d'action. Et actuellement, c'est là que ça pêche un petit peu au niveau de l'ensemble des établissements, et notamment en France, puisque actuellement, on a beaucoup de signataires, mais très peu de plans d'action qui ont été déposés, malgré le nombre de membres effectifs. Donc ça, c'est l'idée de booster un petit peu cette création d'état des lieux finalement, puisque ça revient à faire ça, son plan d'action, son état des lieux et ce que l'on veut mettre en place. Et ce que préconise Coara, c'est un cycle de 5 ans. L'année zéro, de l'année zéro à l'année 1, on fait son état des lieux, on met en place son plan d'action et au bout de 4 ans d'expérimentation de son plan d'action, on fait une première rétroaction pour améliorer l'ensemble du processus mis en cours. Alors au niveau des chapitres nationaux, bien évidemment, l'ensemble des membres sont aussi invités à former ou à participer à des chapitres nationaux, non seulement les membres, mais après, chaque chapitre peut s'ouvrir aussi différemment. Et nous, ce que l'on a décidé au sein du chapitre national français, c'est d'ouvrir également à ceux qui ne sont pas forcément signataires, de façon à ce qu'ils puissent participer et intégrer l'ensemble des discussions et des présentations. Par contre, effectivement, si on met en place des groupes de travail plus spécifiques sur des points précis avec des livrables voulus, dans ce cas-là, on ne va solliciter que les signataires et membres de la coalition. Donc, l'idée est de faciliter l'ensemble des échanges de bonnes pratiques et les discussions au sein d'un même pays. Et donc, ce sont des initiatives importantes qui permettent la participation des membres comme volontaires, et que tout membre de Coara, d'un pays particulier, peut participer aux chapitres nationaux ou en créer un. Et il n'y a pas de limite au niveau de Coara International au nombre de chapitres nationaux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a actuellement 18 chapitres nationaux qui existent, avec deux nouveaux qui ont été créés en 2025, pour la Slovénie et la Hollande. Et actuellement, il y a une possibilité de déposer un chapitre national tous les mois, et c'est regardé par le board de Coara. L'idée des chapitres nationaux, c'est d'avoir vraiment un hub local, si j'emploie ce terme, pour faire valoir l'ensemble des principes Kohara. Et actuellement, par exemple, vous voyez là, il y a quelques exemples de ce qui se passe dans différents pays. Et vous avez là, au niveau du chapitre français, la possibilité de trouver sur le site du chapitre national français, donc kohara.fr, la traduction des différents accords de Kohara, de façon à ce que chaque université puisse se les approprier, ou chaque université ou chaque organisme de recherche, chaque association, chaque partie prenante de la réforme puisse s'approprier l'accord dans sa langue maternelle. Donc le chapitre national français, il part aussi du constat que l'écosystème spécifique qui régit notre système de recherche est un système complexe qui est régi par des lois nationales. Donc ça, il ne faut pas l'oublier également. Et qu'il existe de multiples voies d'évaluation, que ce soit l'HCERS, on verra jusqu'à quel point l'HCERS existera encore dans un futur proche, si elle continuera, ou sous quelle forme, ou si elle sera remplacée. Mais bien évidemment, au jour le jour, il y a les universités qui font
des évaluations, l'ensemble des CNU, les organismes de recherche, l'ensemble de leurs commissions, les financeurs, bien évidemment. Et donc, on se retrouve avec un système, un écosystème de l'évaluation qui est extrêmement complexe et diversifié, avec des enjeux nationaux forts autour de la qualité de la recherche, hein, bien évidemment, de ses impacts et de la façon dont on peut mesurer des impacts. Ça aussi, c'est une vraie question de recherche sur la recherche, quelque part, et bien évidemment, au niveau de la science ouverte. Et c'est aussi la raison pour laquelle, hein, vous verrez que dans les membres représentant l'ensemble des, euh, des établissements, au sein du chapitre, hein, il y a beaucoup de nos collègues, hein, qui sont en charge de la science ouverte, hein, puisque l'idée, hein, on a bien conscience que pour faire, on va dire, à chacun s'approprier les principes de la science ouverte, hein, une action sur l'évaluation comme levier fondamental est nécessaire. Donc l'idée de ces enjeux nationaux aussi, hein, est de bien prendre en compte qu'il est nécessaire d'avoir des ressources pour l'évaluation dans un système qui évalue toujours plus et de plus en plus. Et ça, c'est un point d'attention que l'on tient à mettre en avant, hein, cette augmentation quasi exponentielle de l'ensemble des évaluations, ou tout du moins des sollicitations à des évaluations. Donc, l'idée aussi, hein, au niveau du chapitre national, hein, c'est de participer activement à la création de Cohara international et de son ensemble d'actions qui sont faites. Et pour ce faire, hein, le chapitre bénéficie d'un appui fort, hein, du ministère via le Comité national pour la science ouverte, hein. Et ça, je tenais aussi à le préciser. On a un soutien extrêmement important de la part du ministère, et ça, c'est extrêmement louable quelque part. Donc, comme je vous le disais, il y a 64 organisations françaises, hein, qui sont signataires actuellement à Cohara International. Et bah, notre chapitre a vu le jour en octobre 2023, et j'en assure depuis le copilotage, et aujourd'hui avec Marion. Donc en France, hein, c'est plus de 60 signataires, donc 36 universités, 10 organismes de recherche, hein, plus d'organismes de recherche que de signataires d'ailleurs, d'organismes signataires. 6 écoles ou regroupements d'écoles, 4 agences, agences diverses, hein, que ce soit de financement ou d'évaluation, et 4 associations, dont France Université et UDIS, hein, pour ne citer que celles-ci. Et comme vous le voyez, on retrouve, hein, la typologie internationale, puisque 60%, hein, des signataires sont des universités. Dans le chapitre actuellement, nous avons plus de 92 participants au chapitre national qui sont inscrits sur la liste de diffusion, qui représente 46 établissements, plus bien évidemment le ministère en tant que facilitateur. Et sur ces 46 établissements, 37 sont signataires et 53% sont des universités. Donc comme vous le voyez, on a des participants au chapitre qui ne sont pas signataires. Et ça, c'était une volonté dans la création du chapitre national, hein, pour vraiment faire valoir l'ensemble de ces principes et les faire diffuser au maximum, même à ceux qui ne se sont pas encore engagés formellement. Et bien évidemment, l'idée étant de leur proposer de s'engager dans un avenir relativement court. Donc les objectifs de notre chapitre, hein, c'est dans un premier temps de favoriser le partage d'expériences, de ressources et la montée collective en compétences. Pour ce faire, hein, on propose des espaces d'échange d'informations, on propose un espace d'échange de ressources également entre les personnes en charge ou impliquées dans l'évaluation. On diffuse le plus largement possible, hein, les principes et les outils de Cohara via l'ensemble des outils qui sont à notre disposition, et en contribuant aussi à cet écosystème de diffusion. On relaie les informations sur les travaux en cours au niveau européen, et, dans la mesure du possible, on essaye de coordonner les contributions de chacun des membres français qui veulent s'impliquer dans ces groupes internationaux. Le deuxième objectif, hein, c'est de faciliter et soutenir les actions institutionnelles en lien avec les engagements Cohara. Donc, identification des besoins institutionnels, aider à identifier ou générer les ressources et outils pour répondre à ces besoins, et d'encourager le développement d'expérimentations au sein de nos différents établissements, et surtout, hein, d'échanger autour de ces expérimentations. Donc l'idée est aussi de suivre et de soutenir au niveau national, hein, les actions menées dans les établissements et les organismes, et si nécessaire ou si pertinent, de aussi le partager à l'international. Alors pour ce faire, on a un certain nombre d'outils à notre disposition, hein. On a une liste de diffusion, bien évidemment. On a un site web en français. Donc on est en train d'essayer de mettre en place, hein, progressivement un comité éditorial. Donc on est en train de refondre un petit peu le site actuel
en action concrète hein, sur le moment. Et on utilise aussi hein, la plateforme Resana pour partager un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'éléments de calendrier également, et un certain nombre de ressources que l'on met à disposition à l'ensemble des participants du chapitre national. Donc notre méthodologie de travail, c'est la mise en place hein, d'un certain nombre d'événements réguliers, tous les 2 mois environ. Donc ce sont les cafés Kohara, donc c'est une petite visio d'1 heure qui a lieu tous les 2 mois environ sur différents types, différentes thématiques. On a traité de la HRS4R et de Kohara, par exemple. On a traité des biais de genre, on a fait des focus sur un certain nombre de groupes de travail Kohara également, en invitant soit des participants à ces groupes de travail internationaux, soit les responsables de ces groupes. Ces groupes. D'ailleurs, Noémie était intervenue dans le cadre de son activité au sein du groupe de travail. On organise également 2 plénières, une en visio et une en présentiel, hein. Celle en plénière a lieu à l'automne, la prochaine doit avoir lieu à la fin de ce mois, et une en présentiel qui généralement a lieu en février, bon, bien évidemment à quelques epsilon près au niveau de la date. Et on est en train de définir un certain nombre de livrables hein, de façon à rendre disponible un certain nombre de points pratiques à l'ensemble de la communauté française. Donc, notre deuxième point, c'est qu'au niveau de la participation, ce chapitre est ouvert à tous, hein, possibilité de s'inscrire à la liste de diffusion et accès aux outils collaboratifs. Et pour ce faire, on a juste besoin que vous soyez mandaté par votre établissement, que vous soyez engagé hein, on va dire, dans la réforme de l'évaluation au sein de votre établissement pour pouvoir participer. Et donc ça, ce qu'on essaye aussi de faire, hein, c'est d'essayer de coordonner l'action française au sein des groupes de travail internationaux, de façon à bien faire valoir l'ensemble des spécificités françaises. Mais pour ce faire, hein, c'est là qu'on fait une différenciation hein, au niveau des participations actives, hein. C'est que là, par contre, il faut être à minima signataire de Coara. Donc, les enjeux hein, qui sont devant nous, hein, c'est une réforme nécessaire, on l'a bien abordé. Il y a des enjeux d'intégrité, hein, donc ça, on peut le voir sous le prisme de la science ouverte ou des données de la recherche hein, également. L'impact de l'IA, ce sont des questions au niveau des évaluations qui sont de plus en plus abordées, hein. J'ai eu des discussions récentes avec la CPCNU et ce sont des choses qui remontent de plus en plus. Quel est le processus pardon, de la qualité et comment on met en œuvre une évaluation de la qualité de la recherche? Ça, c'est une vraie question complexe, hein. Il existe actuellement une dynamique internationale, mais il est important de prendre en compte hein, l'ensemble des spécificités nationales. Et ça peut amener même parfois à des problèmes complexes, hein, puisque dans certains pays, il est inscrit dans la loi que certains indicateurs quantitatifs doivent être utilisés dans les évaluations. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a vraiment nécessité de faire du droit comparé au niveau international pour réussir à non pas harmoniser, mais au moins coordonner l'ensemble de ces actions. Une harmonisation ne me paraît pas opportune, puisque chaque système a ses spécificités. Mais par contre, qu'on soit tous d'accord sur les mêmes principes et qu'on se donne les moyens de les appliquer, est quelque chose de fondamental. Donc la CPCNU s'est extrêmement intéressée à l'ensemble du message politique hein, de Kohara. Et ça, c'était quelque chose que je tenais à souligner, hein. Nous avons eu une rencontre récente et il y a vraiment un engagement et un accord des CNU hein, sur l'ensemble de ces engagements. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de souligner. Alors, qu'est-ce que l'on veut en fin de compte hein? J'aime beaucoup hein, ce visuel hein, de l'université d'Utrecht hein, que j'aime bien reprendre, hein. Ce qui se passait dans le passé, c'est avec des mauvais indicateurs, on arrivait à évaluer péniblement la recherche, hein, sans tenir compte hein, de l'ensemble des autres aspects, hein, à la fois des carrières, mais aussi de l'ensemble des activités qui sont à prendre en considération. Et l'idée, hein, c'est de vraiment être en mesure de mettre en place des outils et une évaluation qui tiennent compte hein, de l'ensemble de cette diversité. Donc, évaluer et valoriser des carrières de plus en plus diversifiées, de prendre en compte tous les aspects des carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs, de reconnaître le travail d'équipe, hein, de reconnaître l'interdisciplinarité, ça c'est quelque chose qui est au cœur aussi des questionnements, et de reconnaître les pratiques de recherche ouverte. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de garder en tête, et c'est peut-être là qu'une réflexion importante hein, pourrait être menée au sein des archives. Et donc, pour finir un petit peu cette présentation très, très globale,
j'aimerais proposer quelques pistes de réflexion, hein. La place d'une archive ouverte dans l'ensemble de ce contexte, être une référence des listes de publication d'un auteur. J'ai mis des points d'interrogation parce que je préfère le poser sous forme de questions et ensuite que l'on lance un débat pour voir ce qu'il est possible d'en faire, hein. Gestion des identifiants uniques, alors pas en termes de gestion, en termes de coordination, hein, de ces identifiants qui se doivent d'être internationaux, mais être l'endroit où on sait qu'ils vont être bien traités, bien utilisés. Et ça, moi, ça me paraît être une piste extrêmement importante, hein. Que ce soit au niveau des chercheurs, des publics, des données, que ce soit donc l'ORCID, l'IDEAL, par exemple, hein, le DOI et l'ensemble des connexions qu'il est possible d'envisager dans ces référentiels internationaux, ce qui permettrait de faire le lien entre les différentes productions de la recherche. Et là, je pense qu'une archive ouverte dans une certaine mesure, hein, jouer un rôle dans cette action fondamentale, hein, pour justement garantir que l'ensemble des productions de la recherche est prise en compte au niveau d'une évaluation. Ce qui voudrait dire qu'on se doit et que l'archive se doit de garantir l'interopérabilité internationale en utilisant ces fameux identifiants de référence internationale et donc de promouvoir les pratiques ouvertes de publication. Et là, je pense que une archive, bien évidemment, joue déjà ce rôle, mais il faut peut-être le promouvoir dans le cadre des évaluations. Bref, si j'essaye de résumer, hein, une archive pourrait être un outil de référence, hein, pour les pairs impliqués dans l'évaluation, en accompagnement le changement culturel nécessaire, hein. Ce serait un petit peu ma phrase de conclusion, en réinsistant sur le fait que voilà, on est à nouveau face à cette importance, hein, de prendre en compte l'évaluation par les pairs et qu'il y a besoin d'accompagnement et d'outils dont peut-être, hein, une archive peut être un élément parmi d'autres, hein, ça ne doit pas être le seul. Mais je pense que pour garantir, hein, ces quelques questionnements que je vous propose, hein, ça permettrait peut-être d'avoir un ensemble de liens qui seraient bénéfiques à l'ensemble de l'évaluation. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je reste bien évidemment complètement disponible pour tout type de questions. Je vous ai remis nos emails, hein, à Marion et à moi-même, ainsi qu'à Mélanie, qui assure un petit peu la coordination au niveau de Cora France. Voilà, merci à tous et lançons le débat sur ces quelques questions. Merci beaucoup, Fabien. Alors, je ne sais pas si vous nous voyez. Je ne crois pas, hein. Non, mais Et bah, si je vous l'audience. entends, c'est le principal. Ah, parfait. Merci, Camille. Super. Donc, le débat est ouvert. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Voilà, c'est parti. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Et en fait, je me posais la question sur la question sur le classement de Shanghai. Et donc, Noémie nous a parlé de l'action de Sorbonne. Je pense qu'Utrecht aussi l'a fait il y a quelques temps. Et est-ce que une décision collective à niveau de France de se retirer de ce type de classement, est-ce que ça fait un sujet de discussion dans votre groupe, le groupe français de Coara? Est-ce que ça fait Euh, partie de... Oui, Non, pas en tant que tel, mais par contre, bien évidemment, nous, on est là pour garantir, hein, la mise en place de ces engagements de cœur. Et après, c'est à chacun d'assumer ses responsabilités. Alors maintenant que nous, par exemple, hein, en ce qui concerne notre université, hein, nous avons décidé de ne plus donner de données quantitatives à un certain nombre de ces classements, même à l'ensemble de ces classements, hein. Donc nous ne participons plus à cela. Mais je pense que ça, c'est de la responsabilité de chaque établissement par rapport à sa politique de communication aussi, hein, puisque souvent, ces classements ne sont utilisés qu'à des fins de communication. Mais je pense qu'à une visée stratégique et à une visée de l'évaluation, bien évidemment, dans l'ensemble des textes qui régissent les différents types d'évaluation que l'on est amené à faire dans chacun de nos établissements, il est important, hein, de ne pas faire référence à ces classements ou tout du moins de même inscrire dans l'ensemble des principes, hein, et c'est quelque chose que, par exemple, nous avons mis en place dans notre université, dans le cadre de la labellisation HRS 4R, hein, ou dans notre politique OTMR.
donc cette politique sur la transparence des processus de recrutement, hein, et nous avons inscrit l'ensemble des principes de Coara de façon à ce que ben voilà, il y ait un document cadre qui permette de les inscrire. Donc non, ce ne sont pas des discussions que l'on a lancées au sein du chapitre. Pourquoi? Parce que de facto, dans nos actions ou dans l'ensemble de nos réflexions, il est bien clair que pour nous, ces indicateurs ne doivent pas, ou ces classements ne sont pas utilisés dans une évaluation. Merci. Peut-être une autre question. Pardon. Merci, oui, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, dans le rapport entre évaluation et archive ouverte, le risque qu'on pourrait imaginer d'approcher les choses par une archive ouverte, c'est justement de renforcer une approche bibliométrique, dans le sens où on a accès à tout sans pouvoir faire la différence qualitative. Alors, qu'est-ce qu'on, enfin, qu'en penser, c'est ma question. Et peut-être plus largement, est-ce qu'il y a quelque chose à penser, notamment pour, pour HAL, de systèmes pour éviter justement une approche bibliométrique de l'évaluation? Tout à fait. Donc, c'est une très bonne question. À l'heure actuelle, je ne pense pas que HAL soit outillé pour faire de la bibliométrie telle que nos scientomètres, hein, l'entendent. Par contre, rien ne nous empêche, hein, au sein de chacun de nos établissements, d'utiliser l'archive différemment. Donc, de l'utiliser à la fois pour faire un certain nombre de liens entre différents types de production, et ça, c'est important. Et donc, du coup, ça veut dire que l'archive pourrait éventuellement servir à un moment donné comme un endroit où l'on pourrait faire l'ensemble de ces connexions, hein, entre les différents types de production de la recherche pour amener l'évaluateur, à condition qu'il soit guidé et qu'il soit formé, à l'amener à utiliser cette archive pour justement comment effectuer son évaluation qualitative. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de garde-fous, hein, qu'il est important de mettre en place. Mais attention, la scientométrie au sens large du terme, hein. D'ailleurs, dans l'engagement de Kohara, il est fait usage, hein, d'indicateurs quantitatifs de façon responsable. Donc là, il y a un certain nombre de questions. Alors, il y a un groupe de travail international, hein, qui a planché là-dessus. Mais je crois que cette réflexion doit aussi avoir lieu au sein de chaque établissement. Effectivement, à un moment donné, si on a besoin de comparer des quantités de publications, une fois que l'aspect qualitatif a été traité, c'est des choses qui sont totalement envisageables. Mais je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit, hein, que qu'est-ce qu'on met derrière le mot responsable. Et actuellement, hein, c'est vraiment la tendance. Et je pense que, ben, si je fais référence qu'à la science ouverte est un des piliers d'une science responsable, d'une recherche responsable, mais qui englobe beaucoup plus, qui est beaucoup plus large. Ce n'est un des piliers. Et donc là, je crois que toute la réflexion doit être menée à ce niveau-là, c'est-à-dire cet usage responsable d'indicateurs quantitatifs, comment on les met en place dans nos évaluations qualitatives. Donc l'évaluation doit rester qualitative et après, à chaque type d'évaluation, hein, de se doter d'un certain nombre d'indicateurs quantitatifs, mais non pas pour, in fine, finaliser purement et simplement sur ces simples critères son évaluation, mais l'utiliser de façon à pouvoir avoir cette vision d'ensemble pour vraiment avoir une idée de l'environnement. Et dans ce cas-là, je pense que la bibliométrie a du sens, c'est-à-dire être capable d'évaluer son environnement dans lequel on se situe pour se positionner dans cet environnement. Ça, c'est une part de l'évaluation. Allô? Voilà. Ouais. Excusez-moi, j'ai fini peut-être de façon trop sèche. Ouais. On a le temps pour une dernière question, je pense. On a une question en ligne vis-à-vis de la question qui vient d'être posée. Serait-il intéressant de permettre la différenciation dans HAL pour une publication coécrite avec un ou des auteurs internationaux, ou encore la distinction publication uniquement académique versus coécrit avec une industrie, par exemple? Alors, sur la première question, je trouve que là, ça peut avoir un intérêt. D'ailleurs, il y a déjà des choses au niveau des bibliomètres, hein, qui sont faits, hein, pour justement estimer les collaborations à travers les publications. Mais ça implique, ça impose que l'on utilise exclusivement le référentiel ROR, hein, pour parler des organisations de recherche, hein.
Et donc ça, je voudrais réinsister sur la nécessité de caler hein, les référentiels nationaux. Alors, le futur référentiel des registres des structures de recherche, hein, Ernest, hein, sera calé sur le ROR et il permettra d'aller un petit peu plus loin. Donc, pour moi, ça, c'est une des nécessités urgentes, hein, de façon à ce qu'on puisse réellement utiliser l'ensemble de ces champs dans le cadre de ces actions. Par contre, en ce qui concerne la deuxième partie de la question, moi, je ne crois pas qu'on ait un intérêt à opposer deux types de recherche, hein, la recherche académique et la recherche avec une industrie. Peut-être qu'il peut y avoir des différences dans l'ouverture, hein, nécessairement de par les différents accords. Donc ça peut s'entendre. Mais je ne pense pas qu'on ait deux recherches à opposer, puisqu'il ne s'agit que de recherche dans une certaine mesure, et une recherche faite en collaboration avec une industrie, peut-être tout aussi qualitative qu'une recherche purement académique. Donc moi, je ne pense pas que cette distinction soit nécessaire et importante. Au contraire, moi, je militerais plus pour ne pas faire ce genre de distinction. On parle que de la recherche en général. Par contre, avoir des outils pertinents qui permettent de pouvoir estimer hein, les taux de collaboration peuvent avoir des intérêts hein, dans certains types d'évaluation, oui. Merci beaucoup, Fabien. On va pouvoir clore cette session et passer à la suivante. Merci beaucoup et à une prochaine fois à Lyon, j'espère. Bah, j'aurais bien préféré, mais malheureusement, je ne suis pas mobile. Je m'en excuse à nouveau. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je reste en ligne. Et n'hésitez pas à nous contacter au sein du chapitre hein, si vous avez des questions. Merci à tous et bonne journée.